Bonjour. Donc, on continue là où je me suis arrêté tout à l'heure à propos de l'instance internationale et on est sur le terrain de qui avec la nouvelle équipe dans la démêlée actuellement, la démêlée causée par la folie de Trump et qui concerne non seulement le Liban, qui concerne et l'Europe, qui concerne la Russie, la Chine, etc. Le Canada, c'est pas pour rien que notre Premier ministre canadien actuellement fait un tour pour renouer avec les pays européens et faire front commun contre l'agressivité de Trump vis-à-vis du Canada. Et j'espère qu'il ne va pas être embobiné lui aussi par Macron, quoi. Il est capable de dire, voilà, j'ai le Canada dans la poche, je vais négocier ça avec les Américains. C'est tout à fait dans son style. Bref, la question qui se pose pour les Libanais et pour les Syriens sur le rôle de la France, et là il faut démêler les choses. C'est pas parce que la France est gouvernée actuellement par Macron, avec toutes les critiques qu'on peut formuler vis-à-vis de lui, mais il ne faut pas l'identifier à la France, c'est-à-dire aimer la France, reconnaître le patrimoine français et tout le reste n'a rien à voir avec tel ou tel gouvernement. Macron, il en a encore pour 2 ans et on ne sait pas quelle sera la nouvelle physionomie politique de la France après lui. Bref, mais la France a un rôle spécial dans la région et c'est ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire valoir auprès des Américains et auprès des Européens. C'est-à-dire, auprès des Européens, Macron essayait toujours de convaincre l'Union européenne comme quoi il est le mieux placé, vu son contentieux, vu son patrimoine de mandataire français en Syrie et au Liban, et il est le mieux placé et le meilleur connaisseur de cette région du monde. Dans son anthropologie, c'est Milal Tawaif, parce que la France a participé à reconfigurer ça, comme on l'a expliqué historiquement dans d'autres capsules. Et ça faisait l'affaire de tout le monde à un moment donné, lorsque les contradictions n'étaient pas aussi prononcées que maintenant. C'est-à-dire, au niveau des grandes puissances, je ne dis pas que la France n'est pas une grande puissance, mais elle n'est plus la grande puissance qu'elle était. Elle a la bombe atomique, mais ça ne fait pas peur à Lavrov, par exemple. Il l'a bien exprimé, Lavrov, la dernière fois, en ripostant contre Macron. Et Trump non plus, n'en parlons pas. Il n'a peur pas seulement de Macron, il n'a pas peur de Macron, mais c'est une autre affaire. Bref, donc, on a laissé faire la France, ou on l'a laissé assumer ce rôle de connaisseur. Ben, ça correspondait à une conjoncture à l'époque où le macronisme s'est adapté dans la région
à ce que j'ai appelé, j'ai commis moi dans le temps un article sur le chiisme de Macron. C'est-à-dire, historiquement, la France était l'allié, comme tout le monde le sait, était en alliance organique avec les maronites du Liban. C'est la France qui a créé, avec le patriarche Houayek et Clémenceau, le Liban a grandi dans les années 1920. C'est la France également qui avait une conception des minorités nationales en Syrie et au Liban. Ça, on l'a déjà expliqué. C'est-à-dire, lorsqu'on parle actuellement, au moins depuis Obama, que le nouveau Proche-Orient que projetait Obama, c'est le rassemblement des minorités contre le sunnisme, c'est pas nouveau. Ça, c'est à l'origine un projet français qui a été très bien étudié et calculé dans les années 1920. Et le Liban était le produit de ça. Et en même temps, c'est ce que les maronites ont reproché à Macron, c'est de les avoir lâchés avec le changement du rapport de force après la révolution iranienne. Et il s'est lancé. Avant lui, il y avait Chirac qui a ouvert la valse, qui a misé beaucoup plus sur des intérêts communs avec l'Irak de Saddam Hussein. Et ensuite, Macron qui a pris le train du chiisme dans la lignée de Obama à l'époque. Et il a pu s'en tirer avec beaucoup de contrats avec les Iraniens. On se rappelle du business qui a été monté, de fabriquer des voitures en Iran, l'affaire de Carlos Ghosn, etc. Et donc, dans les pays du Golfe, le Liban se servait, ça ne veut pas dire qu'il a négligé les maronites, qu'il les a lâchés. Il se servait du Liban comme tremplin, comme entrée au monde arabe, pour aller là où il y a l'argent, pour avoir des contrats juteux. Au Qatar, c'est bien, en Émirats, en Arabie Saoudite, il sait où est l'argent. Bon. Et finalement, il a sorti, en se distinguant des différentes positions à l'époque de l'administration américaine et les pays du Golfe qui considéraient Hezbollah comme un parti terroriste, lui, il avait sa propre théorie. Il l'a exprimée en venant à Beyrouth, insulter la classe politique libanaise. J'étais pas fâché, mais venant de lui, ça me fâche, là, parce qu'il n'est pas plus... il n'était pas bien placé pour le faire, là. Et il nous a sorti la théorie que la France traite avec l'instance politique de Hezbollah, c'est-à-dire les députés et la force politique qui est représentée dans l'État, et condamne le terrorisme de l'instance militaire. Ça prend une thèse de doctorat là, pour démêler que le fusil de Hezbollah, elle est gérée par qui politiquement? Il ne disait pas que c'était l'Iran, mais il le savait. Bref, au nom de ça, il a fait des faux pas au Liban. Et les Libanais
se rappelle. Pour faire une histoire courte, on peut nommer quelques faux pas. Le premier, c'est celui du port, où il est venu pleurnicher sur les victimes de l'explosion du port. Mais il a refusé, la France a toujours refusé de donner ces images satellites pour éclairer l'enquête de l'affaire. Il s'est mêlé également juste à partir de cet épisode, à faire des combines en commun avec les Iraniens pour désigner le Premier ministre libanais pour combattre la corruption. Il nous a amené Miqati. Ça, c'est orchestré en commun entre l'Iran et Macron. Et il s'est mêlé de l'affaire de la Banque du Liban qui l'intéressait de très près. Je ne sais pas ce qu'il a combiné dedans. Il y avait des questions sur les juges français qui se sont mêlés à l'affaire et que toute une salade là qui, j'espère, un jour ça va être éclairci tout ça. Donc, il a le bras long dans les affaires libanaises. Actuellement, on a compris qu'il a un candidat aussi pour être gouverneur de la Banque centrale du Liban. C'est comme si, ça c'est en destination de ce qu'on appelle les souverainistes du Liban, on dirait que Macron, d'une part, il a convaincu les souverainistes maronites d'être nés à Jougny, et il a convaincu également les gens de Hezbollah d'être nés à Hayy al-Lija, par exemple. Donc, et on a vu également comment il s'est arrangé pour être désigné dans le comité qui va contrôler l'application du cessez-le-feu au Liban. Il a été puni par Netanyahou qui a mis son veto comme quoi il ne veut pas que les Français participent à ça, parce que les Français ont œuvré pour appuyer la décision de dire que Netanyahou est un criminel de guerre, passible d'arrestation à Roissy s'il entre en France. Il a résolu ça à la façon de Radaoun, quoi. Il a trouvé une Radaoun française qui parle très bien français pour dire que, bon, il y a cette décision de la France, mais il y a une jurisprudence pour faire profiter Netanyahou d'une immunité en tant que Premier ministre. Donc ça ne s'applique pas sur lui. Et c'est comme ça qu'il a pu être désigné au comité d'application du cessez-le-feu. C'était très vital pour Macron, pour son mouvement, parce que s'il n'est pas représenté dedans, il n'a aucun rôle à jouer là, il ne contrôle rien du tout à ce niveau. Il s'est mêlé à l'affaire du fameux pétrole et gaz entre le Liban et Israël. La compagnie Total avait sa part dans cette affaire, dans le gâteau potentiel, etc. Donc, pour toutes ces raisons,
c'est pas exhaustif. On peut continuer la liste. Pour toutes ces raisons, moi, en tant que Libanais, en tant que Français, je demande à la nouvelle équipe, est-ce que vous misez sur Macron lorsque vous parlez de lutte diplomatique et auprès de qui? Et comment vous allez valser entre les options actuellement de M. Trump, qui rend fou tout le monde alors qu'il est lui-même fou, et Macron qui misait, c'était évident qu'il voulait vendre la présidentielle et la nouvelle équipe à Biden. Et Biden est parti. Et c'est là où se situe actuellement l'hésitation, le tâtonnement, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, dans les déclarations contradictoires également, parce qu'en attendant, les Iraniens ne chantent pas, eux. C'est-à-dire, au début, les souverainistes qui sont rentrés au gouvernement tenaient un discours triomphaliste aussi, disant que c'est fini Hezbollah et c'est fini l'Iran. Ils ne savent pas qu'ils sont coéquipiers au même ministère avec le représentant de Hezbollah et qui apparemment peuvent bloquer. La preuve, peuvent bloquer. On nous a vendu le fait qu'ils n'ont pas le tilt al-mu'attil. C'est beau ça, mais une déclaration de Berri pendant la visite officielle de Joseph Aoun en Arabie Saoudite et à laquelle il attachait beaucoup d'importance, le président libanais. Et juste au pire moment, Berri a fait en sorte de faire une déclaration comme quoi nous refusons les aides qui risquent de venir des pays du Golfe, que ce soit des aides conditionnées ou conditionnelles. C'est-à-dire on refuse d'échanger les aides contre les armes de Hezbollah. Plus clair que ça, tu meurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de dire à tous les pays du Golfe que le gars que vous êtes en train de recevoir, il ne représente pas le Liban. Moi, je représente le Liban. Et ça, c'est vrai jusqu'à nouvel ordre. Le Liban, avant l'élection du président et la nomination de Nawaf Salam, est une carte iranienne dans les relations internationales. Et ils ne sont pas prêts à lâcher ça. Et l'enjeu, c'est dans tout ça. Sur qui va tenir le pouvoir au Liban. Et l'Iran, c'est essentiel maintenant qu'elle a perdu la Syrie. Elle essaye de récupérer la Syrie. Elle ne lâche pas. C'est pour ça que certains de nos amis syriens, ils ont fait des déclarations, je les comprends par rapport à ce qui s'est passé en Syrie avec le nouveau régime et les massacres qui ont eu lieu sur la côte syrienne. Mais ça, c'est dire ça seulement est une demi-vérité. L'autre demi-vérité, c'est que ça a été précédé par un autre massacre contre les forces de Damas. Qui a massacré ces gens? On parle de 200 à 300. C'était pas les Alaouites innocents là, que Hezbollah maintenant essaye d'en faire une histoire. On condamne tout ça.
Mais expliquez-nous qui a piégé cette affaire, qui est en train de monter ces gens contre le nouveau régime. Et dans quel but? C'est évident que l'Iran essaye de nous... ils l'ont promis dans leurs médias, comme quoi M. Bachar al-Assad est de retour. Attendez-vous à des surprises. Et qu'il en a pour quelques jours, là, M. Chara. Ça, c'est la propagande iranienne. Et c'est effectif. Où est la nouvelle équipe dans tout ça? Si on sait très bien que la France, comme le Qatar d'ailleurs, même si le régime syrien a été renversé parce qu'il est devenu indéfendable, mais les relations des deux pays avec l'Iran ne sont pas coupées. Et donc, ce qu'on craignait ou ce qu'on croyait avoir chassé de la porte revient par la fenêtre. Et la grande porte, malheureusement, qui rappelle tout le monde à l'ordre, c'est occupé par Netanyahou, Israël, qui est toujours la menace essentielle à tout ce qui va se reconstruire au Liban, pas en tant que bâtiment, le pouvoir, je veux dire. Il y a un droit de regard sur ce qui se passe au Liban, et malheureusement, c'est le rôle qui revenait aux États-Unis et qui est délégué à Israël. Et ce n'est pas la faute de Trump. Ça, c'est une autre affaire. C'est la faute de la structure américaine qui fait en sorte qu'Israël est consacré. Et ça, on l'a déjà abordé en abordant le sujet du complexe technologique autour de Trump, des populistes et des évangélistes, etc. Je m'arrête avec ces questionnements et à la prochaine.